Bonjour à toutes et à tous, donc je fais une vidéo pour corriger l'activité qu'on a fait, enfin que vous avez fait sur la construction européenne la semaine dernière, terminer ce chapitre et faire le tout début du chapitre 4, donc qu'on poursuivra en classe. Alors, la correction, je vais aller assez vite, hein, c'est simplement si vous, normalement vous avez trouvé pour la plupart les bons éléments, mais c'est simplement pour avoir quelque chose au propre au cas où que vous puissiez vérifier. Au niveau des étapes de la construction européenne, première date, c'est 1951-1952, c'est le traité de Paris. Il y a 6 États qui sont concernés, donc c'est vraiment ces 6 États-là, c'est les 6 États qui sont dès le début à la base de la construction européenne et qui vont y rester tout le long. Donc France, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie. Et il crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc la CECA, qui est un accord économique pour favoriser les échanges, surtout en ce qui concerne le charbon et l'acier. Donc gardez bien ça en tête, c'est un accord économique puisqu'on va voir que la dimension de la construction européenne sont économiques et de plus en plus politiques. Ensuite, vous aviez 1957, on a le traité de Rome, donc le nombre d'États concernés, c'est les 6 États, les mêmes que ceux qu'on a vus juste avant. Cette fois, il crée la communauté économique européenne, la CEE. L'idée, c'est d'étendre la coopération économique à tous les domaines, donc pas seulement à ce qui concerne le charbon et l'acier, mais quelque chose de plus large. Ensuite, nous avons 1986. Là, c'est l'acte unique européen qui concerne 12 États, donc les 6 qu'on a déjà vus depuis le début, plus 6 autres qui se rajoutent, dont j'ai mis la liste juste en dessous là. Et cette fois, on change un peu de dimension puisqu'il s'agit plus seulement d'avoir quelque chose d'économique, mais aussi de renforcer l'aspect politique du projet européen. Donc notamment, il y a des institutions européennes dont on va renforcer un peu le pouvoir. Et dernière étape de ce processus en ce qui nous concerne, c'est 1992, le traité de Maastricht, donc les 12 États, les mêmes que ceux qu'on vient juste avant, qui crée l'Union européenne. Donc vraiment, ça c'est une date importante. L'Union européenne, telle qu'on la connaît, enfin, il y a eu des changements, mais globalement, elle est créée en 1992, et à nouveau, on renforce cette fois l'aspect politique, les aspects politiques de ce projet. Donc vous voyez qu'on est passé de quelque chose qui était à la base surtout économique à une volonté de créer quelque chose qui soit aussi politique, une coopération politique. Donc on décide des choses ensemble. Voilà pour les principales étapes. Vous aviez ensuite, c'est la troisième partie, à travailler sur l'élargissement progressif. Donc là, je vous mets directement toute la correction. Il y a plusieurs élargissements. Donc à la base, on parle d'Europe des 12, hein, en 1992. Puis, au fur et à mesure, les États se rajoutent jusqu'à ce que, en 2020, c'est la première fois que ça arrive, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Donc c'est la première fois qu'un pays quitte l'Union européenne. Donc est-ce que ça donnera lieu à d'autres départs? Est-ce que non? On verra. Ça, c'est l'avenir nous le dira. Et je vous avais simplement mis aussi un certain nombre de pays qui sont des pays candidats. Alors, ils sont plus ou moins avancés, ils ont plus ou moins envie de rejoindre l'Union européenne, mais il y en a 5 actuellement qui sont officiellement candidats, même s'il y en a d'autres éventuellement qui pourraient envisager d'adhérer. Donc voilà pour la correction de ce tableau-là. Alors, à la suite de ce tableau, vous pouvez rajouter une dernière partie pour essayer de faire un peu le bilan, puisque là on a un peu décrit les étapes de manière assez descriptive, quelles sont les étapes, quelles sont les étapes de l'élargissement, essayant de tirer un peu un bilan de ce projet européen. Si on essaie de présenter les choses de manière simple, on peut considérer d'abord qu'il y a un certain nombre de réussites. D'abord, première réussite importante, c'est la paix. Une des choses importantes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça qu'il y a eu cette volonté de coopération, et notamment entre la France et l'Allemagne, hein, qui s'étaient battus, c'était que en s'associant économiquement, mais ensuite en plus politiquement, on réduit le risque de guerre. Et de fait, il n'y a pas eu de guerre entre les pays qui se sont rassemblés depuis le début du projet européen. Deuxième aspect qu'on peut considérer comme étant une réussite, c'est la création de la monnaie unique, donc la zone euro. Et de manière générale, on peut dire que la construction économique entre les pays de l'Union européenne est quelque chose de relativement avancé. Il y a effectivement un marché commun, les circulations se font entre les pays de l'Union européenne de manière assez facile et massive. Et dernier élément qui peut être considéré comme une réussite, c'est l'espace Schengen. Donc c'est ce que vous avez sur la carte là. Tous les pays qui sont englobés dans la limite là, verte font partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire que c'est un espace où on a le droit de circuler
de manière, enfin sans avoir de contrôle vraiment. Quand vous passez une frontière, depuis la France vers la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, il y a quasiment pas de contrôle. Et ça, c'est tout cet espace-là où on a décidé de vraiment de réduire l'importance de la frontière en ce qui concerne le déplacement de personnes. C'est aussi ça qui vous permet d'aller faire des études à l'étranger assez facilement, surtout en Union européenne par exemple. Donc ça, c'est plutôt pour les réussites. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte un certain nombre d'échecs. Le premier, c'est vraiment, il y a un manque d'identité européenne, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas européens. Bon, si on avait été en classe, je vous aurais demandé un petit peu, est-ce que vous vous sentez européen, plutôt français, plutôt, voilà. Globalement, il n'y a pas vraiment d'identité européenne. Deuxième point important, c'est que c'est un espace, l'Union européenne, qui est extrêmement divisé. Il y a des pays qui sont très différents à l'intérieur, et ce qui va avec, enfin qui n'aide pas en tout cas, c'est qu'elle manque un peu d'influence politique. L'Union européenne, à cause de ses divisions aussi, hein, a du mal à parler d'une seule voix et à compter vraiment sur la scène internationale de manière forte. Et enfin, il y a une montée de ce qu'on appelle l'euroscepticisme, c'est-à-dire euh, un mouvement critique envers l'Union européenne. Alors l'exemple évidemment le plus fort de ça, c'est le Brexit. Le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne, c'est quelque chose, c'est un précédent qui, quand même, du point de vue de la construction européenne, assez grave, puisque c'est la première fois. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image. Les 12 étoiles à la base du drapeau européen, c'est les 12 pays de base, quoi. Et le Royaume-Uni en fait partie. Donc on a vraiment un des pays fondateurs qui décide de s'en aller. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour l'Union européenne, de manière générale. Si, juste pour conclure là-dessus, et ça terminera ce chapitre, si on résume vraiment, alors c'est un peu simplifié, mais on peut essayer de résumer ça comme ça, on peut dire que l'Union européenne est une réussite du point de vue économique, de la coopération économique, mais moins au niveau politique. Voilà, c'est un petit peu simplifié, mais ça peut être une idée à retenir comme ça. Voilà pour le chapitre 3, et on va enchaîner, je vous fais juste le tout début du chapitre 4, qui s'intitule donc Le monde après 1991 et les nouvelles formes de conflit. Donc là, l'idée, c'est, on a étudié au début de ce thème hein, la guerre froide, et l'idée, c'est de voir comment évolue le monde un peu après la guerre froide. Alors, première chose à prendre en compte, c'est le fait qu'on arrive dans un monde qui est multipolaire. Alors, ce qu'il faut noter, vous vous souvenez, mais on peut le renoter ici si c'est pas clair, pendant la guerre froide, le monde il est bipolaire. C'est-à-dire, il y a deux pôles, les États-Unis, et donc tous leurs alliés qui se mettent derrière, et deuxième pôle, l'URSS, avec leurs alliés qui se mettent derrière. Avec la fin de la guerre froide, depuis 1991 et aujourd'hui, on parle de monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pôles, plusieurs puissances dans le monde. On peut plus simplifier les choses de manière binaire comme on pouvait un peu le faire pendant la guerre froide. Et alors si on essaie de résumer ça, on peut présenter ça sous la forme d'un petit schéma si vous voulez. Quels sont ces différents pôles? On a toujours les États-Unis. Les États-Unis sont la première puissance mondiale, encore aujourd'hui, au niveau économique, politique, militaire, etc. Donc ça reste un pôle essentiel dans le monde. Vous avez également un autre pôle, ce qui est l'Asie de l'Est, c'est-à-dire le Japon et la Chine. Le Japon et la Chine notamment, qui a vraiment connu une explosion de son influence, de son économie depuis bon, les années 80 en gros, et qui aujourd'hui est la deuxième puissance mondiale. Donc ça fait un deuxième pôle en Asie. Vous avez en Europe l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est un peu particulier puisque pourquoi c'est un pôle? Parce qu'elle inclut vraiment des grandes puissances à l'échelle mondiale. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, par exemple, sont vraiment des pays qui, économiquement, politiquement, ont un poids à l'échelle mondiale. Mais en même temps, c'est aussi un ensemble qui est très inégal et très divisé. Donc c'est un pôle, mais qui n'est pas aussi uni que peut l'être un seul pays. Donc c'est un cas un peu particulier. Et enfin, on a un certain nombre de puissances qu'on appelle puissances émergentes, c'est-à-dire des pays comme la Russie, l'Inde, le Brésil. Ils sont caractérisés par vraiment ils sont assez fortement développés au niveau économique, ils ont une certaine influence, mais encore un cran en dessous d'autres pays, et puis ils sont aussi caractérisés par de grandes inégalités internes notamment. Voilà, on n'est pas obligé d'entrer dans le détail. Mais voilà en gros comment on peut simplifier
aujourd'hui, la géopolitique mondiale, si vous avez ça en tête pour essayer de comprendre le monde, c'est pas mal. Vous pouvez juste noter le titre du grand 2, on va se centrer sur un cas particulier, on va essayer de voir, parce que pendant la guerre froide, du coup, il y avait deux pays qui s'affrontaient, là, c'est un peu différent, on va essayer de voir un peu les nouvelles formes de conflits, et notamment, on va étudier le cas du terrorisme, en partant de l'exemple du 11 septembre 2001. Donc vous pouvez noter ce titre, et c'est ce sur quoi vous allez travailler mercredi, donc je rappelle, ce sera au CDI pendant 2 heures, 10 à 12. Voilà, vous prenez ça en note, et on se voit donc mercredi, je vous souhaite une bonne journée.